de réaliser cette conférence en deux étapes. La première, je vais vous expliquer les 5 clés de la motivation, 5 clés que j'ai mis en évidence. Alors, forcément, on ne peut pas tout faire en 3 quarts d'heure à peu près, donc j'ai identifié 5 points importants. Et puis, juste après, on pourra faire une phase de questions-réponses. Malheureusement, on ne peut pas mélanger parce que le système, même s'il est un peu interactif, nous causerait des petits soucis. Voilà, donc je vous propose de commencer directement, de rentrer dans le vif du sujet. Et donc, je vais vous poser une question à laquelle réfléchir vous de votre côté. À votre avis, qu'est-ce que la motivation? Et en fait, je vais vous poser la question un petit peu différemment. Est-ce que, à votre avis, la motivation existe? C'est très bien, on parle de la motivation. Mais est-ce qu'elle existe vraiment, à votre avis? À titre d'exemple, on peut dire, par exemple, moi dans la vie, je suis quelqu'un d'optimiste. Très bien. Mais on ne peut pas dire, dans la vie, je suis quelqu'un de motivé. La phrase en elle-même ne veut pas dire grand-chose. On peut dire, en revanche, je suis quelqu'un d'optimiste, je suis quelqu'un de positif, j'ai le sens de l'humour. Ça, c'est des phrases qu'on peut dire, qui forgent notre caractère. Mais, par contre, on ne peut pas dire, dans la vie, j'ai de la motivation, ou dans la vie, je suis motivé. Pourquoi on ne peut pas dire? Parce qu'en fait, il manque quelque chose dans la phrase. Et ce qui manque dans la phrase, c'est qu'on va dire, je suis motivé pour quelque chose, ou je suis motivé par quelque chose. En fait, la motivation en elle-même n'existe pas, et c'est la première règle qu'il faut bien comprendre. Alors, c'est un peu bizarre de dire que la première règle est une négation et que de dire que la motivation n'existe pas, mais si vous comprenez ça, j'allais dire, vous pouvez presque déjà éteindre votre ordinateur et vous en aller, si vous le comprenez bien, parce que c'est vraiment la chose la plus importante. La motivation en elle-même n'existe pas. Elle n'existe que par ou pour quelque chose. Dans différentes missions que je peux faire pour des entreprises, il m'est arrivé parfois d'avoir des directeurs commerciaux ou autres directeurs, qui me disent moi, mes collaborateurs ne sont pas motivés, ou j'ai une équipe qui n'est pas motivée. Alors en fait, quand on me dit ça, moi, ça me pose problème, parce que en l'état, on sait bien que la motivation n'existe pas et qu'elle n'existe que par ou pour quelque chose. Donc je leur demande, mais par quoi ne sont-ils pas motivés, ou qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas motivés, ou par quoi pourraient-ils être motivés? Et en fait, un dirigeant qui me dit ça, moi j'ai envie de lui dire, la première chose que j'ai envie de lui dire, c'est mais si tu attends que la motivation vienne d'elle-même, elle ne viendra pas, puisqu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas, mais c'est à toi de la créer, cette motivation. Et tu vas la créer par ou pour. D'accord? Alors, le par est plutôt, sans rentrer dans les détails, rattaché au présent, le pour est plutôt rattaché à l'avenir. Donc, je suis motivé par le travail que je suis en train de réaliser en ce moment, je suis motivé par la proposition que je suis en train de faire, je suis motivé, en revanche, pour aller voir mon client demain ou pour aller voir mon client d'ici 1 heure. Et c'est au dirigeant de créer ce qu'on appelle le cadre de la motivation. Puisque la motivation n'existe pas en elle-même, c'est à lui, à travers un certain processus, de créer ce cadre de la motivation. Ok? La chose essentielle, le cadre, on va voir, on va essayer de le définir là dans les 4 points qui suivent, mais dans ce cadre, il y a une chose essentielle qui est la notion d'objectif. Parce que lorsque je dis par ou pour quelque chose, forcément, il y a en face un objet qui va générer en moi de la motivation. D'accord? Alors quelque part, on complexifie et on simplifie énormément le modèle, puisque ça nous invite à travailler avant tout sur un objet plutôt que sur une personne. Alors vous allez voir, dans un second temps, on va travailler sur les personnes. Mais la première chose, comme la motivation n'existe pas dans le fond, il va falloir la créer à travers un objet. D'accord? Et on va revenir juste après sur cette notion d'objet. Alors, donc ça c'était la première règle à bien comprendre. La deuxième règle, ou la deuxième clé pour comprendre le concept de motivation, est qu'il va falloir justement la définir, cette motivation. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la motivation?
en fait, il y a deux types de motivation. La première motivation est ce qu'on va appeler la motivation intrinsèque. Alors la motivation intrinsèque, c'est quoi? C'est la motivation qui est directement liée à la tâche que je réalise. C'est-à-dire que le travail que je fais, par essence, par ce qu'il contient, m'apporte quelque chose, et ce quelque chose me motive. Mais c'est bien le travail en lui-même, donc c'est pour ça qu'on parle de motivation intrinsèque, la motivation qui vient de la tâche en elle-même, et donc cette tâche me motive. Alors vous avez ici quelques exemples parmi les principaux, le désir de comprendre, le désir de maîtriser, le désir de grandir, d'évoluer, une envie de donner du sens à sa vie. Vous, dans votre job, ou dans le job de vos commerciaux, mais aussi de vos équipes de façon générale, est-ce que vous savez identifier aujourd'hui, ne serait-ce que si vous pensez qu'à une seule personne de votre équipe, est-ce que vous savez identifier si cette personne a une motivation intrinsèque ou pas? Qu'est-ce qui la motive dans son travail? Alors peut-être que vous n'allez pas forcément trouver la solution tout de suite, parce qu'il y a une deuxième clé. Au-delà de la motivation intrinsèque, il y a une motivation qu'on va appeler extrinsèque. Alors, on s'en fiche un petit peu des mots ici, on n'est pas là pour faire de la théorie, mais le concept en lui-même est important. La motivation extrinsèque, c'est que je suis motivé, vous, vos collaborateurs, par quelque chose qui n'est pas dans la tâche que j'ai à réaliser, mais qui est autour de la tâche à réaliser. En fait, je peux être motivé par une ambiance de travail. Je peux être motivé par un salaire. Je peux être motivé par le statut que m'apporte ma fonction. Donc là, vous voyez bien qu'on est en fait dans deux concepts différents. Soit je suis motivé par la tâche en elle-même que je dois réaliser, soit par un ensemble de choses qu'il y a autour, par un environnement. Alors si on veut aller un peu plus loin dans le concept, encore une fois, on n'est pas là pour faire de la théorie très profonde, mais il est quand même important de comprendre deux ou trois choses. La motivation extrinsèque se rapproche de ce qu'on va appeler l'implication. Quelle est la différence entre l'implication et la motivation? Et là, c'est très important. C'est que la motivation, on va la rapprocher de la motivation intrinsèque et liée à la tâche, ou à ce qu'elle représente. Et l'implication, c'est le lien que j'ai avec mon entreprise. Ainsi, on va pouvoir retrouver des personnes, pensez encore une fois à vous-même ou à vos commerciaux. Est-ce que vous êtes plutôt motivé par votre travail ou est-ce que vous êtes plutôt impliqué dans votre travail? Alors, il n'y a pas forcément l'un ou l'autre, parfois c'est les deux. Mais il peut y avoir l'un ou l'autre. Je peux très bien être motivé par mon travail, mais me désimpliquer de la structure. Je peux très bien être impliqué dans la structure, tout en étant démotivé par mon travail. J'ai rencontré un jour comme ça, dans le cadre d'une mission dans une société d'assurance que j'accompagnais, une personne qui me dit « j'ai envie de changer de job ». Ok, et ça fait à peu près 2 ans que j'ai envie de changer de job parce que voilà, je suis plus motivé. Et puis, on se côtoie un petit peu moins, et puis je le recroise quelques mois après, et puis je le revois là, je lui dis « tiens, alors tu n'as toujours pas changé de boulot ?» Il me dit « non, et je vais rester encore un peu ». Je dis « ah bon, toi, ça fait déjà 2 ans que tu voulais partir, qu'est-ce qui fait que tu as repris comme ça un élan dans l'entreprise ?» Et il me dit « bah écoute, mon chef m'a donné un projet de déploiement d'un outil au niveau européen, je trouve ça super intéressant, donc du coup j'ai dit oui. Mais en fait, j'aurais pas dû dire oui. Je me suis trompé, et en fait, j'ai pas vraiment envie de le faire ce truc-là, mais c'est un projet d'1 an et demi, je peux pas le laisser tomber, j'ai promis à mon chef que j'allais faire ce projet-là, donc je reste et je le fais. » Il a sa conscience professionnelle, il est impliqué dans son travail, mais en l'occurrence, il n'est pas motivé par son travail. La nuance est très importante, parce que, et c'est bien là la deuxième clé de la motivation, c'est que si vous, en tant que manager, vous vous trompez sur le système de remotivation, sur l'axe que vous donnez à votre motivation auprès de vos collaborateurs, si vous vous trompez, ça fait l'effet inverse. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné l'année dernière une entreprise, alors malheureusement je ne pourrais pas dire le nom parce que je ne vais pas la favoriser sur ce cas-là, même si derrière il y a eu tout un processus qui a amélioré les choses. C'est une société d'une 20aine de personnes qui fait du négoce
dans le domaine de l'agroalimentaire et parapharmacie. Et puis ce dirigeant me dit, écoute, je voudrais que tu viennes nous aider parce que j'ai un souci avec mes collaborateurs. Ça fait 2 ans qu'on voit que les collaborateurs sont en train de se désengager complètement du travail. On n'arrive plus, nous les 2 dirigeants, à faire face à ça. On ne sait plus comment faire. On a l'impression de tout leur donner, et plus le temps passe, et plus on a des contestations. Alors on a travaillé ensemble, on a essayé de chercher, et je lui dis, montre-moi des exemples de ce que tu fais pour eux. Alors il me dit, par exemple, on a mis en place un intéressement l'année dernière. Mais pas de bol, l'intéressement a posé problème, ça a créé des conflits, parce que ça a créé des inégalités. Sur quoi on pose l'intéressement? Alors, il me dit, je comprends pas, on leur donne de l'argent, par exemple, nos assistantes commerciales vont gagner environ 1000 à 1500 euros de plus par an, et ce point-là nous a posé problème, parce que depuis, elles font encore, entre guillemets, plus la gueule qu'avant. Bon, donne-moi un autre exemple. Il me dit, par exemple, on a changé les locaux. Avant, on était tous serrés dans nos bureaux. Maintenant, on a des beaux locaux, super modernes. Effectivement, je les voyais, ces bureaux, des bâtiments vraiment très agréables pour le travail. Et le changement de bureau a lui aussi posé problème. Parce qu'il y avait des petites choses à chaque fois. On nous reprochait de mal avoir fait ça, de mal avoir fait ci, etc., etc. Alors, je suis allé voir après les fameux salariés, et puis on a discuté. Et puis dans la discussion, je me suis rendu compte très très rapidement qu'en fait, ils ne cherchaient pas de la motivation extrinsèque, ils cherchaient de la motivation intrinsèque. Et en fait, il y avait une vraie lacune dans cette entreprise de valorisation, de capacité à faire grandir les salariés. Et en fait, ces salariés, ce qu'ils attendaient à ce moment-là, ce n'était pas des beaux bureaux, ce n'était pas des primes, c'était de la reconnaissance, mais pas de la reconnaissance par l'argent, de la reconnaissance par des remerciements, par de la valorisation, par de la capacité à se projeter dans l'avenir pour dire, voilà, moi demain, dans cette boîte, voilà ce que je ferai. Alors ce qui est intéressant, c'est d'avoir analysé pourquoi on en était arrivé là. Alors que c'était une boîte qui marchait très très bien et qui est en pleine croissance. Eh bien en fait, quand on retrace l'histoire de cette organisation, de cette entreprise, on se rend compte qu'on était passé d'une boîte presque copain-copain, de 4, 5, 6 personnes, à une boîte pas tellement plus grande, mais d'une quinzaine de personnes. Et en fait, la direction, au fond d'elle-même, avait changé ses modes de management. Le copinage n'était plus possible. On avait commencé à mettre en place une structure qui, finalement, déshumanisait le travail, déshumanisait la reconnaissance, la capacité à se comprendre, à évoluer, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, vous voyez dans cet exemple précis que, en se trompant de système de motivation, on fait l'effet inverse. Ces commerciaux et assistantes commerciales, en l'occurrence, avaient pris en grippe la direction, alors que la direction essayait des systèmes de remotivation, mais à partir de motivation extrinsèque, alors qu'il fallait de la motivation intrinsèque. Si on se plante, on fait complètement l'effet inverse. On se vide de notre énergie, nous, en tant que manager, et on ne remplit pas d'énergie les autres. D'accord? Alors, derrière, qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller un peu plus loin dans la motivation intrinsèque, parce que c'est ça qui est intéressant. Désir de grandir, etc., très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de ça? Et là encore, je vous pose la question à vous, pendant que je parle, pensez à quelques-uns de vos salariés, ou même à vous-même. En fait, quand on fait ce travail-là de recherche de motivation, donc on fait pour ses collaborateurs, il faut aller encore un cran au-delà. Qu'est-ce qui est au fond de nous-mêmes et qui peut générer de la motivation? Et en fait, quand on creuse un peu plus loin, on va arriver sur ce qu'on appelle des besoins fondamentaux. Alors, je ne peux pas passer trop longtemps sur ce concept-là, mais il est encore important à comprendre. Je vais essayer en quelques mots de vous l'expliquer. En fait, les recherches en psychologie ont apporté des choses intéressantes, et on a au fond de nous 3 besoins fondamentaux. Alors, le premier besoin fondamental, c'est l'identité de soi. Ça veut dire que l'ensemble des actions que je vais réaliser viennent d'une recherche d'identité. Alors la recherche d'identité, c'est quoi? C'est me prouver à moi-même que je suis quelqu'un, c'est être quelqu'un
dans la société. Alors, prenons un commercial, en l'occurrence. Le commercial peut très bien être motivé parce que son statut de commercial, sa position dans l'entreprise, l'amène à satisfaire ce besoin fondamental d'identité de soi, d'identité de lui en l'occurrence. Le deuxième besoin fondamental, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est-à-dire que je reçois quelque chose des autres qui me valorise moi-même. Et là aussi, pourquoi je suis commercial dans ces cas-là? Ça veut dire que le fait d'être commercial m'apporte à travers ce statut, mais je ne m'arrête pas au statut, m'apporte à partir de relations sociales, à partir d'une connaissance parfaite de mon entreprise, de mes clients, d'être au milieu du cycle de vente, de maîtriser, etc., ou de gagner des projets, m'amène une reconnaissance. Et donc, ça veut dire que je vais sûrement être motivé par cette recherche de reconnaissance. Et si demain, je ne l'ai plus dans l'entreprise, je vais avoir envie de partir de cette entreprise pour aller chercher la reconnaissance dans autre chose ou ailleurs. Le troisième besoin fondamental, c'est l'épanouissement. On cherche tous quelque part un épanouissement, qu'il soit émotionnel ou intellectuel. Ça veut dire que dans ce cas-là, je ne m'arrête pas, je ne vais pas chercher la finalité, comme par exemple la reconnaissance de mon action, mais je vais chercher le plaisir à travailler, à faire cette tâche. En l'occurrence, pour le commercial, par exemple, le plaisir de partager des moments avec mes clients, le plaisir d'apprendre des choses sur mon métier, le plaisir d'être au cœur d'un système où je m'épanouis émotionnellement, intellectuellement. Alors je vous invite à penser pour vos équipes, commerciaux d'ailleurs ou non, mais d'ailleurs je vous invite surtout à penser pour vous-même si vous êtes manager, parce qu'en tant que manager c'est essentiel également. Qu'est-ce qui vous motive et qu'est-ce qui motive votre équipe, les gens de votre équipe? Est-ce qu'à votre avis, ces gens-là recherchent ou vous-même une identité, être quelqu'un? Est-ce que vous cherchez de la reconnaissance ou est-ce que vous cherchez un épanouissement émotionnel ou intellectuel? Et là, en fait, dans cet iceberg qu'est la motivation, il y a la face émergée, on va dire, où on va donner de l'argent, on va donner des belles voitures, on va avoir des primes, etc., ou faire des challenges, des incentives. Dans la face immergée de cet iceberg, il y a vraiment la recherche de la réponse à l'un de ces trois besoins fondamentaux qu'on va retrouver naturellement dans de la motivation intrinsèque ou extrinsèque. Et c'est très important d'aller à un niveau en dessous dans cette démarche. Alors, on avance un peu maintenant dans ce concept de motivation. Maintenant qu'on sait que la motivation existe par ou pour quelque chose à travers un objectif ou un contexte, un cadre, et qu'on a vu ce qu'était maintenant cette motivation, allons encore un peu plus loin. Je parlais d'objectif tout à l'heure, et Dieu sait que dans le monde commercial, l'objectif est quelque chose de central et de très important. On est tous en train de donner, et il faut tous, entre guillemets, donner des objectifs à nos commerciaux. Alors je vous propose cette troisième clé que j'appelle l'objectif vie. Alors, pardonnez-moi les mots, ils ne sont pas forcément très parlants, mais je vais vous les expliquer. Qu'est-ce qu'on dit à travers cet objectif vie? Le V de vie représente la valence. La valence, comme il est noté sur ce PowerPoint, c'est la valeur attribuée par l'individu à la récompense. C'est-à-dire que j'ai un objectif et ce que je vais gagner en atteignant cet objectif a de la valeur pour moi. Par exemple, vous dites à votre commercial, si tu atteins ton objectif, tu auras une prime de 5 000 €. Est-ce que ces 5 000 € ont de la valeur pour moi? Si vous demandez le même travail, mais pour 100 €, peut-être qu'il vous dira oui, peut-être qu'il vous dira non, mais il y a de grandes chances qu'il vous dise non. Parce que la valeur n'est pas en lien avec l'effort que je vais fournir. Donc cette valeur, ce que je vais gagner, cette récompense, n'a pas de valeur suffisante pour pouvoir commencer à générer de la motivation. Et c'est vraiment le premier point quand on fixe un objectif. Vous avez tous vu des manières
des techniques pour créer des objectifs, pour monter des objectifs, comme le SMART par exemple. Là, c'en est une autre bien plus profonde, bien plus fondamentale, mais qui marche bien mieux probablement. C'est que d'abord, la récompense que je donne doit avoir de la valeur. Ça veut dire que, si vous réfléchissez un petit peu, la valeur étant très subjective pour chacun, ça veut dire que peut-être que la valeur que je donne ne doit pas être uniforme sur toutes les personnes de mon équipe. Mais on va aller encore un peu plus loin par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette valeur, elle n'est pas forcément financière. Cette valeur n'est pas que de l'argent. Cette valeur répond forcément à un des besoins fondamentaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou à une motivation intrinsèque ou extrinsèque. Donc, avant tout, lorsque vous fixez un objectif, posez-vous la question de ce que j'ai à gagner, moi, en atteignant ces objectifs. Et peut-être que 5 000 euros, ça me plaît, c'est une valeur intéressante pour moi, mais peut-être qu'avec 4 000 euros, je ferai exactement la même chose. Je fournirai le même effort. Et ça, je vais revenir juste après parce qu'on parlera de l'argent et du commercial. Donc le premier point qui génère la motivation, c'est donc la récompense et la valeur que j'estime vis-à-vis de cette récompense. Le deuxième point, le I, c'est l'instrumentalité. L'instrumentalité, c'est la probabilité d'accéder à cette récompense. Est-ce le bon moyen? Est-ce que j'ai une chance sur 10 d'y arriver? Est-ce que j'ai une chance sur 100? Est-ce que j'ai une chance sur 1000? C'est un peu comme si, par exemple, vous avez votre commercial ou un commercial qui doit réaliser tous les ans 1 million d'euros, imaginons, de chiffre d'affaires, et vous lui dites, si je te donne 15 000 euros de plus, je te donne 15 000 euros de prime cette année pour atteindre un objectif plus important. Est-ce que ça te dirait de gagner 15 000 euros? Oui, bien sûr, la valeur, enfin la récompense a une valeur pour moi. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre? Est-ce que j'ai une probabilité d'y arriver? Ben écoute, tu dois faire 2 millions au lieu d'un. Et là, je vais réfléchir et je vais me dire, quelle est la probabilité que moi qui fais tous les ans 1 million d'euros, d'un coup je puisse faire 2 millions d'euros? Et là, je vais estimer cette probabilité au fond de moi. Et je vais me dire, est-ce que cette probabilité est jouable ou pas jouable? Si elle est jouable, je vais continuer mon processus de motivation en me disant, c'est génial, j'ai la possibilité de gagner 15 000 euros cette année. Mais si j'estime que la probabilité est trop faible, eh bien je vais complètement stopper le processus à l'étape 2, qui est le I. D'accord? Le troisième point, qui est le E, l'expectation. L'expectation, c'est suis-je capable de? Alors là, c'est plus subtil que la probabilité. La probabilité, elle est, je ne vais pas dire mécanique, mais elle est quand même plus logique. Quelle est la probabilité cette année que je fasse 2 millions au lieu d'1 million? Bon, je peux y réfléchir. Mais est-ce que je me sens capable de? Et là, on rentre dans quelque chose d'encore plus subjectif. Parce que si la récompense a de la valeur pour moi, j'ai envie d'y aller. Si je me sens, si la probabilité que j'accède à cet objectif est OK, je vais y aller. Mais si, au dernier moment, je ne m'en sens pas capable, je vais baisser les bras et je ne vais pas le faire. Alors ça, c'est un phénomène que connaissent très bien les coachs sportifs. Vous avez probablement tous en tête Henri Lecomte. Henri Lecomte, qui a perdu une finale, je ne sais plus en quelle année, 88 ou je ne sais plus, de Roland Garros, expliquait très bien ce qu'il ressentait au moment donné où il sentait qu'il allait perdre, pardon. En fait, il nous explique qu'à ce moment, quand il parle de la fin du match, il n'en parle que par des émotions, que par des sentiments négatifs. Il dit qu'il sentait le public qui commençait à être contre lui. Il disait qu'il commençait à sentir la fatigue, qu'il commençait à avoir des mauvais sentiments vis-à-vis des mauvais coups qu'il faisait. C'est-à-dire qu'un mauvais coup, pour lui, n'était plus voilà, c'est pas grave, la prochaine fois, le prochain sera bon, mais il l'assimilait à un cumul de mauvaises expériences, d'erreurs. Et tout doucement, le doute s'est emparé de lui. Et le public a commencé à le siffler. Et là, il est rentré dans une spirale encore plus infernale, une spirale de défaite. Alors que la récompense avait une valeur pour lui, gagner Roland Garros devant son public, que la probabilité d'y arriver était là, puisqu'il en avait les compétences, et puisqu'il est
en finale. Mais par contre, à un moment donné, il a perdu confiance en lui et il ne s'est plus senti capable de gagner. J'ai vu une statistique un jour, encore une fois pour parler de tennis, que les meilleures statistiques des Français en tennis étaient loin de la France. Et en fait, le psychologue analysait la chose en disant, en fait, les Français ont peur de gagner chez eux. Ils sentent une pression, et en fait, cette pression, ils ne l'ont plus quand ils s'en vont loin de la France, et ils ont un jeu qui est beaucoup plus libéré. Alors vous voyez bien qu'à travers ce dernier point, suis-je capable de, il y a un poids très très fort de la psychologie, qui est complètement subjectif et qui est loin de l'objectif en lui-même et de la valeur. Et c'est là où le dirigeant ou le manager a un poids énorme sur son collaborateur, c'est d'essayer de lui donner confiance en lui. Et vous voyez, tout à l'heure, quand je disais que le travail du manager, c'est de donner le cadre de la motivation, là, on est vraiment là-dedans. Le cadre, c'est bien sûr des objectifs, c'est bien sûr de l'intrinsèque, de l'extrinsèque, du travail intéressant, etc. Mais c'est aussi la capacité qu'a le manager à emmener un collaborateur dans la croyance de son travail, dans la croyance de ses performances, dans la croyance de ses compétences, de son savoir-faire ou de son savoir-être. Et là, c'est très très important, on est dans le subjectif, mais c'est là où on va commencer à créer des vrais leviers de performance pour nos commerciaux. Quatrième clé concernant la motivation, je parlais justement de performance. Qu'est-ce que la performance? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir ce qu'était la performance d'un commercial? Alors, probablement, vous allez me dire, et c'est ce que me disent mes clients quand je leur pose la question, la performance, c'est très simple, ça se mesure par un certain nombre d'indicateurs. Ces indicateurs, ça va être un chiffre d'affaires, une marge, un nombre de rendez-vous par semaine, par mois, etc., ou un rythme que j'ai à développer du business. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Effectivement que ça se traduit par des chiffres, la performance. Mais comment elle naît, cette performance? Elle tient de quoi? Comment je peux dire qu'un commercial sera plus performant qu'un autre? Ou qu'est-ce qui génère ces bons chiffres de performance? Alors en fait, la clé, elle est dans cette équation. P égale MC. Le M étant la motivation et le C étant les compétences. Alors là, j'entends par compétence un ensemble, on va regrouper différentes choses, on va regrouper les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être essentiellement. Donc des notions aussi humaines dans ces compétences, une capacité à gérer, à faire le lien entre des concepts, etc., etc. Il n'y a pas que les compétences techniques. Mais on peut estimer que la performance d'un commercial à l'instant T, c'est sa compétence multipliée par sa motivation. Vous pouvez comprendre assez facilement que si je sais faire, mais que je n'ai pas envie de faire, alors je ne serai pas bon. Ou alors il va falloir me trouver un système pour que je sois bon. Il y a des possibilités, par exemple dans la notion de devoir. Tu dois le faire, tu n'as pas le choix, donc tu le feras, et on rentre dans un système beaucoup plus autocratique de management. Mais en évitant cette notion de devoir, ce qui va faire la différence, c'est la motivation. Et donc la compétence, elle, joue aussi. Mais je vous propose de regarder ce schéma. Si on imagine le temps qui passe, et puis l'axe secondaire en ordonnée est un axe de niveau de quantité, on va dire, il n'y a pas d'unité spéciale. On peut considérer que la compétence d'une personne est relativement linéaire dans le temps. Alors à part quelques exceptions près, il y en a qui tombent en compétences parfois, on peut changer de job et régresser en termes de compétences par rapport à ce job. On peut faire des formations qui nous font passer d'un coup un palier. Mais globalement, la compétence d'une personne, d'un collaborateur, est globalement linéaire. J'allais dire entre le vendredi soir quand on part du boulot et le lundi matin, on a à peu près la même compétence. Et puis comme ça, tout au long de la semaine, du mois, de l'année, notre compétence n'évolue pas fondamentalement. En revanche, si
En revanche, ma motivation, elle, peut varier. Je pense que ça vous est tous arrivé, ou c'est tous arrivé à l'un de vos collaborateurs, d'arriver le lundi matin et vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez aucune motivation. Alors, je vous avoue que sur ce schéma, ce collaborateur n'est pas super stable dans sa motivation. C'est un peu caricatural, mais c'est pour vous montrer l'exemple et le rendre parlant. Mais globalement, cette motivation, elle peut varier du jour au lendemain. Le lundi matin, j'arrive pas motivé parce que peut-être que je reviens de vacances, j'ai pris du recul, je me suis rendu compte que ce job, finalement, je m'y investissais trop ou pas assez ou qu'il ne me plaît pas. Et donc j'arrive le lundi matin et j'ai cette baisse de motivation qu'on va tous dire, on va tous exprimer par voilà, j'ai pas envie de me remettre au boulot ce matin. Et puis en général ça passe et puis parfois ça ne passe pas. Et puis, il suffit peut-être d'un entretien avec son chef, avec un collègue, un nouveau projet qui rentre, et là d'un coup, la motivation repart à la hausse, ce qui va nous redonner un regain d'énergie. Et puis peut-être que ce même entretien avec ce manager va nous faire perdre toute motivation parce qu'on mettait énormément d'énergie dans notre job, dans notre mission, et puis après un entretien, une discussion, on se rend compte que finalement, on n'a pas la reconnaissance, on n'a pas ce qu'on attend en retour, et donc la motivation va tomber d'un coup. Et puisque nous étions dans une multiplication, je pense que vous êtes tous passés à peu près au collège normalement, ce qui se passe dans une multiplication, c'est que si l'un des deux tombe, le résultat total est égal à 0. Donc si l'un des deux est égal à 0, la performance tombe et va tendre tout doucement vers 0. Alors, elle n'est pas pile à 0, mais en tout cas elle va tendre. Ce qui est intéressant, c'est que cette performance, c'est le produit de la compétence et de la motivation. Ça veut dire que si je veux garder de la performance auprès de mes collaborateurs, je me dois, moi en tant que manager, d'avoir une énergie positive qui transmet de la motivation, transmettre cette énergie positive à travers un processus de motivation de mes collaborateurs. Et si j'arrive à maintenir cette motivation au top, j'aurai des performances au top. La compétence, quelque part, est secondaire. Alors, ça m'amène à une petite réflexion que je vous propose. Lorsque vous recrutez un commercial, mais tout autre collaborateur également, vous le recrutez sur quoi? Est-ce que vous le recrutez sur ses compétences? Est-ce qu'il aura les bons mots-clés sur son CV? Est-ce qu'il vous aura dit qu'il travaille déjà dans un secteur d'activité similaire, qu'il aura eu des clients similaires? Ou est-ce que vous le recrutez sur sa motivation? C'est-à-dire des choses beaucoup plus subjectives, sa motivation à venir travailler chez vous. Parce que ça veut dire que derrière, s'il est motivé pour travailler chez vous, le travail est beaucoup plus simple de maintenir cette motivation. La compétence, elle, s'acquiert. Et ça se retrouve dans les modes de recrutement modernes de plus en plus. Il y a 30 ans, on recrutait sur des savoirs. Ensuite, on s'est mis à recruter sur des savoir-faire. Et aujourd'hui, de plus en plus, on recrute sur des savoir-être. Et donc, quelque part, on est sur des notions de comportemental. Et il est beaucoup plus facile de gérer de la performance quand on parle de comportemental que de parler simplement de compétences. D'accord? Donc ça nous donne aussi un certain recul et une réflexion sur ce qu'est le recrutement aujourd'hui en 2015 ou dans les années 2010-2020. D'accord? La cinquième clé de la performance, de la motivation, est la notion de justice. Alors vous serez peut-être surpris d'entendre parler de justice dans un exposé ou dans une conférence sur la motivation, mais en fait on est là aussi au cœur du concept. La motivation est directement liée à une notion de justice et je vous invite à réfléchir à la justice que vous mettez en place dans votre équipe. Et je vais vous l'expliquer en 3 points clés. La première, c'est que sans m'en rendre compte, ou de façon peu consciente, elle est plus ou moins consciente, lorsque je travaille, au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, je calcule inconsciemment ce que je donne par rapport à ce que je reçois. Je me fais une propre justice de mon travail, mais surtout de mon organisation et de mon manager. Et cette justice,
est défini entre l'effort que moi j'ai fourni et ce que j'attends, et surtout ce que je reçois. Et c'est très important ce que j'attends, ce que je reçois. Parce que lorsque je donne beaucoup, j'attends beaucoup. Si je reçois peu, naturellement au bout d'un moment, il va y avoir un déséquilibre entre cet effort que je suis prêt à donner pour l'entreprise par rapport à ce que je reçois de l'entreprise. Alors il peut y avoir quelques exceptions. Si je suis très content de mon salaire et que mon salaire me convient tout à fait, je le reçois de façon assez régulière tous les ans parce que je fais un bon boulot, je donne en fonction de ce que je reçois, tout va bien. Une année, j'ai peut-être donné un petit peu moins, donné un petit peu plus. Voilà, ça ne se joue pas vraiment à la marge. Mais je vais toujours être dans ce calcul. Si l'effort que je donne est trop important par rapport à ce que je reçois, je vais naturellement baisser ma performance, baisser mon effort, parce que la justice, pour moi, ne sera pas faite, entre guillemets, en tout cas n'existera pas. Donc je juge continuellement mes efforts par rapport à la reconnaissance. Alors dans ce que je reçois, c'est très en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur les besoins fondamentaux et sur la motivation intrinsèque et extrinsèque. J'attends des choses, si j'attends de la reconnaissance et que je ne reçois pas de la reconnaissance, je vais trouver une certaine injustice. Dans l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'entreprise que j'avais suivie où on ne donnait pas ce qu'il fallait, l'entreprise donnait beaucoup, mais pas ce qu'attendaient les collaborateurs. Et donc, ils avaient l'impression de ne rien recevoir, alors qu'en fait, ils recevaient beaucoup, mais pas ce qu'ils attendent. Donc, pour eux, il y avait une forme d'injustice qui incitait tout le monde à vouloir partir ou à se rebeller. Donc ça, c'est la première chose, la première forme de justice, ce que je donne par rapport à ce que je reçois, et je ne l'évalue pas tous les jours, mais régulièrement au fil du temps. Alors si avec ça, ce serait simple, mais on va chercher la justice encore plus loin, parce qu'on se compare aux autres. Et donc, je vais comparer ce que je reçois par rapport à ce que les autres reçoivent. Et je pense que ça nous est tous arrivé un jour, soit de le penser, soit de l'entendre d'un collaborateur, qui dirait, eh bien, je mets plus d'énergie que les autres, j'ai l'impression de plus en faire, je suis au cœur du système. Si demain je m'en vais, tout tombe, alors c'est vrai ou c'est pas vrai, mais en tout cas c'est le sentiment, j'ai l'impression que je donne tout et je ne reçois pas plus que les autres. Donc cette année, c'est fini, cette année, je baisse de régime et je donnerai moins. Alors, c'est intéressant cette notion parce que ça veut dire qu'on se juge, ça veut dire qu'il y a une notion de valeur. Nous en France, on n'aime pas parler d'argent par exemple. Donc on ne sait pas toujours ce que les autres gagnent exactement. Donc on s'en fait une idée. Et puis, l'argent c'est le côté visible justement de l'iceberg, mais il y a le côté invisible derrière. Ce que j'attends en termes de reconnaissance, en termes d'épanouissement, en termes d'identité, etc., qui est complètement différent des autres. Donc vous, ça vous incite en tant que manager à vous poser la question d'une certaine équité, je ne veux pas parler d'égalité parce que l'égalité n'existe pas, mais en tout cas une certaine équité dans ce que je donne à chacun et de voir si ce que je donne correspond aux attentes. Et donc ça m'oblige, moi en tant que manager, à être énormément dans l'empathie et ne pas être juste dans des systèmes comme ça génériques de distribution d'argent. D'accord? Mais je dois aller rechercher au fond des collaborateurs ce qui les motive. Et je peux vous dire, on va en parler juste après, pour l'avoir vu, pour l'avoir testé, pour l'avoir prouvé, et puis pour lire beaucoup de choses sur ce domaine-là qui confirment ça, l'argent n'est pas le principal moteur. Hein, motivation, ça a la même origine que moteur. Hein, dans motion en anglais, la capacité à se mettre en action. La motivation, c'est un processus qui nous met en action. Hein, on dit aussi que c'est une réserve d'énergie interne qui nous permet de nous mettre en action pour atteindre un objectif. D'accord ? Donc, il y a aussi cette notion de justice. Alors, je parlais d'argent et je vous ai mis dans l'invitation, je disais, est-ce que l'argent est encore important en 2015 pour motiver des commerciaux? Grande question. On m'a souvent posé la question et je vais faire un aveu non pas d'échec, mais à ce jour, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse parfaite, par contre, j'ai des éléments de réponse qui m'amènent à dire
que l'argent est de moins en moins important. Et je vais vous l'expliquer à travers cet autre point qui parle de justice, c'est que le pourquoi est toujours supérieur à la valeur. Alors je vous l'explique, il y a deux mots un peu complexes, peu importe, je vous les cite histoire que vous ayez ça en tête, mais ne le gardez pas forcément. C'est ce qu'on va appeler la justice procédurale et la justice distributive. Bon, la justice distributive, c'est la valeur que je donne, et la justice procédurale, c'est pourquoi je donne. Alors nous, chez les commerciaux, c'est assez facile parce que les guides de rémunération, d'objectifs sont en général calculés, signés, validés. Donc je connais les règles qui font que je vais gagner de l'argent ou pas. Mais encore une fois, l'argent n'est pas le seul moteur. Je me suis amusé un jour en cours à donner cet exemple à des étudiants et je leur disais, imaginons qu'au moment de sortir de la classe, je donne au premier un billet de 10 euros, une enveloppe avec un billet de 10 euros. Il l'ouvre, il va être content, il va se dire « Waouh, génial, ce prof est sympa ou cet intervenant est sympa ». Les autres vont le regarder, vont se poser des questions. Et puis au deuxième, je donne aussi une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a 5 euros. Le réflexe du premier, ça va être de se dire « Ah, toi, tu n'as que 5 euros, moi j'en ai 10. Je suis content. » Le deuxième va se dire « Mais pourquoi j'ai que 5 euros ?» Le troisième va avoir cette enveloppe avec 20 euros. Et là, il va être content parce qu'il a vu que les autres avaient 10 et 5. Et le premier qui était content en voyant que le second avait 5 va commencer à se poser des questions et se dire « Mais pourquoi tu as 20 euros et moi j'en ai que 10 ?» Et comme ça, ainsi de suite, sur l'ensemble du groupe. Et donc, je vais dépenser moi-même une certaine somme, disons peut-être 500 euros à donner de l'argent comme ça, et je vais rendre les gens heureux, dans un sens, en tout cas c'est mon envie, puisque je donne de l'argent. Sauf que comme personne ne comprend pourquoi j'aurais donné cet argent, je vais faire 1 ou 2 heureux, ceux qui auront gagné plus, et je vais faire le reste de malheureux. Alors que j'ai dépensé de l'argent. C'est exactement comme le client dont je vous parlais tout à l'heure, qui dépense de l'argent par une prime, mais cet argent ne rend pas heureux. Ensuite, continuons l'expérience que j'expliquais. Si par contre, naturellement, l'un d'eux va me dire « Mais pourquoi vous nous donnez de l'argent? Pourquoi lui a 5? Pourquoi lui a 0? Pourquoi lui a 20? Pourquoi lui a 30? Etc. » Et je vais leur dire « Écoutez, c'est en fonction de la participation. Toi, tu as bien participé, tu as eu 20 euros. Toi, tu n'as pas participé, tu as eu 0. Toi, un petit peu, tu as eu 5, etc. » Ah oui, mais on ne savait pas, donc on ne pouvait pas savoir. Ok, la prochaine fois, vous saurez. Et là, je mets les règles. Et donc, chacun sait quel effort il a envie de fournir pour gagner ce qu'il a envie d'avoir. Donc, chacun se fait sa propre justice entre ce qu'il a envie de recevoir et la règle qui fait qu'il va recevoir. Mais en fait, ce qui est intéressant, alors je le fais avec des étudiants, c'est assez amusant, on parle de volume de 5, 10, 20, 30 euros, mais en fait, le concept marcherait aussi bien avec des pièces de 1 et 2 euros. Il serait aussi satisfait d'avoir 3 ou 4 ou 5 euros à la fin du cours plutôt que 10, 20 ou 30. Et en fait, la valeur que je donne a peu d'importance par rapport au pourquoi je la donne. Et nous, en France, c'est compliqué. Encore une fois, on ne parle pas d'argent. C'est difficile de parler d'argent. Et on explique rarement les règles qui font qu'on valorise quelqu'un, qu'on remercie quelqu'un. Et là, je parlais d'argent, mais juste avant, vous voyez que j'ai parlé de beaucoup de choses qui motivent autre que l'argent. Cette motivation, elle est bien plus profonde que l'argent. On va la chercher bien plus loin. Dans les besoins fondamentaux, j'ai jamais dit il faut de l'argent. Donc, dans le pourquoi, c'est-à-dire la règle, la procédure qui fait que je donne quelque chose, il va falloir que j'essaye d'estimer, non pas forcément que des notions d'argent, mais des notions de reconnaissance et de réponse à un besoin fondamental. Vous voyez que tout ça se relie. Et à moi d'expliquer aussi à un collaborateur qui peut-être n'a pas atteint ses objectifs cette année, il devait faire 1 million, il a fait 850 000, de lui expliquer qu'il a peut-être bien fait son travail, que peut-être il a peut-être développé une certaine énergie, mais qu'il n'a pas atteint, mais ce n'est pas pour ça que ça en fait un loser, entre guillemets. D'accord? Je peux aussi avoir un système de reconnaissance qui est bien au-delà de l'argent, qui peut être aussi dans la promotion, dans la capacité à évoluer dans l'entreprise, à changer de fonction, à changer de rôle, à faire des binômes, à porter de la valeur sur autre chose que son propre job, d'ailleurs, parfois.
Mais pour ça, encore une fois, il faut que je me plonge dans son système de valeurs à lui, du coup, pour mettre en place le système de reconnaissance ou de remerciement qui lui ira bien et l'exposer pour que tout le monde comprenne que la valeur que je donne est avant tout basée sur une procédure, sur un processus, sur une règle. Pour revenir encore ou pour finir sur cette question d'argent, l'argent est-il utile en 2015 pour motiver les commerciaux? Je disais, je n'ai pas complètement la réponse. Mais je vous pose une question à vous, et je vous propose d'y réfléchir là pendant les quelques secondes où j'explique ça. À votre avis, sur l'ensemble de votre structure, de l'ensemble de l'entreprise, je parle, à quoi correspond l'effort du commercial dans la réussite totale de l'entreprise? À quoi correspond l'effort du commercial? Alors, il fut une époque où on misait tout sur le commercial. Le commercial, c'est celui qui prend sa voiture, qui appelle ses clients, qui fait l'ensemble du cycle de vente, qui va les fidéliser, qui va les garder, qui va leur revendre des choses, qui va générer du chiffre d'affaires, de la marge, etc., etc. Et tout était basé sur lui. Et derrière, on avait des fonctions support, des assistants ou des assistantes. Le marketing servait à supporter le commerce. Donc c'est normal qu'à un moment donné, l'ensemble de la valeur redistribuée allait aux commerciaux. Aujourd'hui, dans nos entreprises modernes en 2015, et le système va s'accentuer dans les années à venir, l'effort du commercial est en train de se minimiser sur l'effort global de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a du marketing qui est bien en amont maintenant. On a du marketing digital, on a des applications mobiles, on a des sites web, on a du e-commerce, on a des community managers, on a des réseaux d'influence, on a des capacités à créer une intimité avec la marque qui fait que même si je n'ai pas d'action commerciale forte, le client va racheter mon produit. Et donc, aujourd'hui, c'est l'ensemble de l'organisation qui est orientée vers le client, vers le marché, vers la vente. Et donc, le commercial ne devient qu'un élément du système commercial. Alors, pourquoi ce serait le seul qui serait commissionné? Et je vais même aller un peu plus loin, quitte à un peu provocateur. Pourquoi serait-il encore commissionné? Pourquoi ne commissionnerions-nous pas le marketing, les community managers, les assistants ou assistantes commerciales, etc. Ou pourquoi pas les techniciens qui vont en visite chez les clients et qui réparent? Pourquoi je ne partagerai pas la réussite de l'entreprise, la valeur ajoutée de l'entreprise entre tous mes salariés, finalement, tous ceux qui participent à la création de valeur? Mais je pourrais très bien avoir l'effet inverse, la question inverse, de me dire, et pourquoi je payerais tous ces gens-là? Je pourrais très bien, pourquoi je payerais, commissionnerais? Je pourrais très bien ne plus commissionner personne. Chacun a son rôle, et le rôle du commercial n'est pas tellement plus important que le rôle de son assistante, du technicien qui va installer, du chef de projet qui est en contact avec le client et qui va créer la fidélité ou générer un chiffre d'affaires supplémentaire, du community manager, du marketing, etc., etc. Alors, encore une fois, je vous disais, je n'ai pas la réponse. Est-ce que l'argent est encore nécessaire pour motiver un commercial en 2015? Je n'ai pas envie de dire non, l'argent n'est plus nécessaire. Je pense qu'il l'est encore, parce que c'est encore aussi une valeur sociale. Ça fait partie du métier pour lequel on s'investit aussi, dans lequel on s'investit. Mais aujourd'hui, je pense que la valeur de l'argent est beaucoup moins importante, en tout cas la valeur de la commission, de la prime, a beaucoup moins de valeur que ce qu'elle avait à l'époque. Et elle peut même créer de l'injustice auprès de certains qui participent à la création de valeur. Alors, en allant voir différentes entreprises, j'ai quelques pistes à vous donner. Il y a des entreprises, par exemple, c'est le cas de PepsiCo, Jean-Raphaël Etier, qui est un DCF premier, m'expliquait un jour que lui, il demandait à ses commerciaux de fixer eux-mêmes leurs objectifs. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, l'entreprise donne un cadre, stratégie générale, et après, chaque commercial fixe son objectif en fonction des grandes tendances de l'entreprise. Mais si demain, je n'ai pas envie de vendre ce qu'on me dit de vendre à hauteur de 10% de pénétration de part de marché, mais que j'en ferai que 5, eh ben, je mets que 5, mais par contre, je complète par autre chose. Et donc, Jean-Raphaël m'expliquait qu'il avait du coup des objectifs qui étaient fixés bien supérieurs à ceux que lui-même aurait mis. J'ai un autre exemple à vous donner et je terminerai là-dessus.
C'est l'exemple d'une personne que j'ai rencontrée à Nice, qui s'appelle Patrick Boukobza, une société qui s'appelle Serfi, et qui lui a enlevé le mot objectif de son management. Et il l'a remplacé par ambition. Et je trouve ça particulièrement bien, et j'ai repris vraiment cette théorie qui me semble particulièrement intéressante. L'objectif est un chiffre. Combien tu vas faire cette année? L'ambition est complètement différente. L'ambition peut être un chiffre, mais l'ambition est bien plus large que ça. Avec une ambition, je peux mettre plein de choses. Je peux mettre une évolution de compétences. Je peux mettre, bien sûr, du chiffre d'affaires, de la marge, mais je peux mettre aussi une capacité à mieux fidéliser mes clients. Avec l'ambition, je peux très bien dire, l'année dernière, j'ai fait évoluer mon chiffre d'affaires de 20%. Cette année, j'ai l'ambition de ne pas faire plus, parce que je me suis beaucoup fatigué l'année dernière. Cette année, j'ai besoin d'un peu d'off. Si tu veux me garder, j'ai besoin d'un peu de repos, parce qu'en plus, c'est une année où je me marie, où je vais avoir un enfant, où j'ai d'autres choses à faire. Et donc, la chasse commerciale n'est plus aujourd'hui quelque chose là dans l'année sur lequel j'ai beaucoup d'énergie, où je peux mettre un effort supplémentaire. Par contre, en échange, sous peine de faire moins de chiffre d'affaires ou un chiffre d'affaires équivalent, je te propose peut-être de participer un peu plus à des salons, d'être plus présent dans les actions marketing, d'être plus présent dans des projets internes qui peuvent me motiver. Et là, à travers ce système d'ambition, je génère de la motivation qui vient des collaborateurs eux-mêmes et pas forcément de la direction vers les collaborateurs. Il y a d'autres systèmes comme ça dont je pourrais vous parler, mais le temps passe, donc je ne peux pas tous les dire malheureusement. Peut-être dans vos questions-réponses, je serai amené à les aborder tout à l'heure. Voilà sur ces 5 clés de la motivation qui sont bien loin de tout ce qui est incentive, challenge ou prime de réalisation d'objectifs et qui sont bien plus profondes que ça, mais qui génèrent bien plus, bien plus de motivation. J'ai juste oublié de vous dire quelque chose sur l'argent, sans rentrer dans le détail. Il y a un certain nombre d'études qui vont toutes dans le même sens, qui disent que l'argent motive uniquement à court terme. C'est-à-dire que donner de l'argent à quelqu'un réimplique, remotive de manière extrinsèque, mais ce n'est pas pour ça que l'argent va remotiver le travail, la tâche en elle-même. Donc je serais très content d'avoir 2 000 ou 3 000 euros de prime cette année qui n'était pas prévue, mais ce n'est pas pour ça que je ne partirai pas de l'entreprise dans 3 mois ou dans 6 mois. Par déontologie, je resterai un petit peu plus, je m'impliquerai, mais je ne resterai pas forcément plus longtemps, parce que ça n'aura pas généré de la motivation intrinsèque, qui est la motivation la plus forte. Alors, avant de finir, je vous donne un petit bonus, parce que c'est très bien, on parle de motivation. Je voudrais juste, pour s'amuser aussi un petit peu, vous parler de démotivation et de remotivation. Parce que parfois, on a beau mettre tout ça en place, là, on se plante. On se plante parce qu'on n'est pas, des dieux de la motivation, on est humain et on a le droit de faire des erreurs. Et je vous propose ce petit slide qui est très très intéressant puisqu'il permet de voir ce qu'est la démotivation et comment on remotive. Alors, vous avez en extérieur, donc tout autour de ce demi-cercle-là, les signes de la démotivation. Après, en bleu foncé, vous avez les causes de démotivation et ensuite les solutions. Alors, vous voyez que on est de la gauche vers la droite, on est dans quelque chose qui est de plus en plus grave, des signes de démotivation de plus en plus forts. Au début, ça peut être des retards à répétition. Ce n'est pas exhaustif, hein, c'est un exemple de 10 signes principaux de démotivation. Je peux avoir des retards, je suis un plus tard au boulot, je pars un peu plus tôt, je traîne, je donne des travaux en retard, etc., etc. Et puis je peux aller vers la non-progression en compétences. Non, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et puis les erreurs à répétition, c'est un peu plus fort ça, les erreurs. Je me plante régulièrement. Et puis, tout doucement, je vais aller vers la revendication. Ah oui, mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, non plus par rapport à moi, mais par rapport à la structure. Je conteste ma hiérarchie. Je peux revendiquer les conditions de travail. Là, c'est de plus en plus fort, c'est-à-dire que je ne suis même plus dans l'acceptation de mon propre échec, mais je reprojette mon échec sur les autres. Et puis après, je vais aller encore plus loin. Mon travail n'est pas fini. Je peux me mettre hors jeu de l'entreprise ou de mon équipe. Je peux aller jusqu'à de l'absentéisme ou de l'exclusion totale, voire des conflits destructeurs. Voilà différents signes de démotivation qui sont simples pour un manager à appréhender, à identifier. Il y en a d'autres, mais vous avez les 10 principaux. Alors à quoi ils correspondent?
Les premiers à gauche correspondent à quelque chose de plus intrinsèque, de plus proche de nous, de plus personnel. Je ressens une fatigue par rapport à mon travail, à ma mission. Je n'ai plus vraiment envie de faire ça. La solution, c'est d'aller chercher de la gratification, d'aller remonter la personne par quelque chose de plus personnel, puisque la cause est personnelle, est liée ou en tout cas intrinsèque au travail. Il faut que je prouve à la personne que son travail est utile, qu'il sert à quelque chose et qu'on a besoin de lui. Lorsque on commence à être dans la revendication de la structure, à ce moment-là, on est dans une sorte de défense. Ce n'est plus moi, c'est plus de ma faute, c'est la faute de l'autre. Je me défends. La solution est d'être dans la sécurisation et dans le pilotage. Écoute, parce que quelque part, on est dans la peur, on commence à sortir un peu du système. Donc il faut resécuriser tout ça. Écoute, on va travailler ensemble. Je vais t'aider. Je vais te mettre un binôme. On va faire des points. Je vais être plus proche de toi. Je vais t'aider. Je vais venir en clientèle, etc., etc. Je te prouve que la structure est bien derrière toi. Et puis enfin, lorsqu'on est plus loin dans la démotivation jusqu'à l'exclusion, derrière, c'est que le collaborateur est dans la démission totale de sa fonction. Je n'ai plus du tout envie, quelque part, qu'on fasse les chiffres, que je ne fasse plus les chiffres, peu importe, ce n'est pas mon problème, qu'on ne réponde pas à la proposition commerciale, qu'on perde le projet, peu importe, et même si je perds de l'argent cette année, ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai juste envie de me barrer de cette boîte. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une solution, c'est la reprise d'autorité. En gros, tu es dans un groupe ou dans une équipe, il faut travailler avec celle-là, c'est soit ça ne marche plus. D'accord? On a essayé la gratification, on a essayé la sécurisation, le pilotage. Maintenant, si ça ne marche pas, il faut des solutions beaucoup plus drastiques. Voilà sur ces 5 clés de la motivation. J'espère que ça vous a apporté un éclairage sur votre équipe, sur vous-même. Je vous propose maintenant, si vous voulez, de recevoir des questions, si vous en avez. Alors, j'ai rouvert vos micros. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, oui. Bonsoir, Laurent Gonzalez. Juste sur l'argent, je peux entendre effectivement que ce soit pas, qu'on arrive à décorréler les primes qui sont versées et la remotivation. En revanche, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Si on m'en enlève ou si je n'ai pas ce que j'ai prévu, ça peut être extrêmement démotivant. Donc, je peux comprendre que ce ne soit pas la carotte qui fasse toujours avancer. En revanche, à un moment donné, si ça s'arrête ou si c'est pas à la hauteur de ce qui est prévu, je pense que ça peut être extrêmement démotivant. Ça, je suis d'accord. Alors, on est aussi, je parlais de justice procédurale tout à l'heure. C'est vrai que si à la fin, je n'ai pas ce que j'avais attendu ou ce qui était attendu, alors soit c'est de mon fait, effectivement, j'ai pas atteint mes objectifs, donc c'est logique, la procédure suit son chemin. Si la procédure ou la règle fait que ça change à un moment donné, j'ai été embauché dans cette boîte parce qu'on a des primes, parce qu'on a un niveau de salaire, et demain j'ai plus ça, effectivement, là je vais me motiver, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, il va falloir ramer pour remotiver derrière. Est-ce que vous avez une autre question ou est-ce que déjà ça répond à votre question ou à votre remarque? Ah oui, ça répond parfaitement. Merci. De rien. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Oui, Philippe Marsgut. Moi, j'ai juste une question concernant le demi-camembert dont vous nous avez gratifié sur la partie démission à droite. Oui. Je trouve que c'est probablement le bon mot parce que j'ai jamais réussi à partir du moment où quelqu'un se trouvait dans le tiers droit, à récupérer la personne au sein de la structure. Donc là pour moi, c'est une cause d'échec permanent de me dire que je suis arrivé jusqu'à cette situation et que je ne peux plus rien faire. Enfin, je n'arrive pas à faire quelque chose. Alors, je comprends tout à fait parce qu'effectivement, on est dans la partie la plus extrême de la démotivation, donc forcément, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe à traiter. Je me permets de répondre par deux exemples réels. J'ai travaillé, j'ai fait une mission pour une société. J'aime pas trop donner les noms sur des choses qui fonctionnent pas, vous m'en excuserez, mais en tout cas le concept est bien là et l'histoire est bien là. Je suis appelé par un dirigeant qui me dit je n'arrive pas, j'ai des personnes de mon équipe qui s'en vont régulièrement, ils sont dans un système de démission. Il avait son turnover qui commençait à augmenter, mais au-delà du turnover, c'était plutôt voilà, je fais mes horaires, je ne fais pas plus, ou des personnes qui demandent des 4/5e, voire des mi-temps. Et donc, il arrivait à un système, effectivement, d'exclusion des personnes vis-à-vis de l'organisation. Et il m'a appelé au moment où il a paniqué parce que
la personne historique de l'entreprise, la première personne, son assistante qu'il avait embauchée, lui a dit « je veux partir ». Alors là, il s'est dit « c'est pas possible, il y a un truc qui marche pas ». Donc on a travaillé là-dessus, et en fait, ce qu'on a fait, on a travaillé sur un système de revalorisation de la fonction de la personne, mais surtout de redonner une certaine vision et une certaine ambition. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait une coupure entre l'histoire d'origine de la personne, ce pourquoi elle était venue, ce pourquoi elle était venue pour recevoir, parce qu'elle était arrivée dans cette boîte, parce qu'elle appréciait cette personne, parce qu'elle appréciait son mode de management, elle avait travaillé avant dans d'autres entreprises, elle lui avait fait confiance, et d'un coup, cette personne, le manager, avait changé ses modes de management, et donc elle ne s'y retrouvait plus. Alors il a fallu retravailler sur une vision, sur une ambition. Et on lui a dit à cette personne, on a fait un travail sur elle, en lui disant, mais qu'est-ce que tu rêverais de faire si demain tu avais une baguette magique et tu voulais changer quelque chose, pas forcément pour revenir, mais pour faire quelque chose de nouveau qui te permettrait de rester. Imagine que tu as envie de rester, qu'est-ce qui ferait ça? Et en fait, elle nous a sorti des choses relativement intéressantes sur de l'évolution de carrière. Elle disait, effectivement, je comprends que mon poste doit évoluer et ce qu'on me propose là ne me plaît pas, mais dans l'idéal, si j'avais une baguette magique, j'aimerais bien faire ça, ça et ça. Et à partir de là, on est dans un système de valeurs différent. Parce que toi, ta valeur, c'est de vouloir faire ça, ça et ça. Voilà la valeur que tu attends. L'entreprise peut te donner ça, ça et ça. Il y a des choses qui vont bien ensemble et d'autres qui ne peuvent pas aller ensemble. Et là, on rentre dans une négociation. Alors, ça, je ne peux pas, mais ça, je peux te le donner. Est-ce que ça t'aiderait? Est-ce que ça te donnera envie de rester? Etc., etc. En fait, il y a une négociation qui s'est installée. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an et la personne n'est toujours pas partie de l'organisation. Alors, je ne dis pas que tout est réglé, tout est génial. En tout cas, elle n'est pas partie, elle n'a pas posé sa dème et elle n'a, aux dernières nouvelles, pas envie de le faire. Elle ne cherche plus ailleurs. Parce qu'aussi, elle recherchait quelque chose de nouveau, un nouvel épanouissement qu'on a réussi à lui accorder. En l'occurrence, elle avait un contexte beaucoup plus international et donc on lui a donné des clients internationaux. Deuxième exemple qui répond qu'à moitié à votre problématique mais que je trouve très très intéressant. Une autre entreprise que j'ai eu l'occasion de côtoyer à Angers, qui d'ailleurs est un ami par la même occasion, il me dit un jour, la personne sur laquelle il a le plus investi, c'est-à-dire la personne qui paye le plus, qui est un point central de l'entreprise, une petite boîte de 6 personnes, qu'il paye très cher, un jour lui dit « j'ai envie de partir ». Et j'ai passé un certain nombre d'entretiens avec des concurrents XY, et il y en a un qui m'a dit « ok, et donc je vais partir avec lui, ils ont besoin de moi dans 15 jours, donc je vais partir dans 15 jours ». Et le dirigeant lui dit « attends, tu es la personne que je paye le plus cher, je t'ai attendu 4 mois pour que tu viennes ici, on travaille main dans la main, et là tu me dis je dois partir dans 15 jours, et pourquoi ?» Il dit pour gagner plus, parce qu'on me propose plus. Elle lui dit « attends, combien tu gagnes ?» Parce qu'il se dit, je vais peut-être pouvoir te donner plus. Et la personne lui dit, je vais gagner tant par an. Il recalcule un petit peu et lui dit, attends, tu es en train de m'expliquer que tu vas partir pour 50 € de plus par mois, mais moi les 50 €, je peux te les donner si tu veux, et tu vas rester. Mais en fait, ils sont rentrés dans une discussion où l'autre s'est dit, oui c'est vrai en fait, est-ce que j'attends vraiment 50 € de plus? Et en fait, il lui a dit, écoute, si tu veux partir pour 50 €, pars. Moi en fait, je peux te les donner, mais je te les donnerai pas. Par contre, ce qui me fait de la peine, c'est que tu partes pour 50 €. Par contre, si demain tu restes pour le même salaire, je te promets que tu vas faire un travail encore plus intéressant que ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, elle a décidé de rester. Voilà 2 exemples sur lesquels on joue plutôt sur la valeur et ce qu'on reçoit de son organisation. Mais c'est vrai que ça ne répond pas à tout, des fois c'est compliqué, je suis d'accord. Il faut chercher. Moi, j'aimerais que vous reveniez, s'il vous plaît, sur la différence entre l'implication et la motivation, Oui. par un exemple peut-être, parce que j'ai du mal à imaginer qu'on soit très impliqué au quotidien sans être motivé. Enfin, pour moi, c'est un peu lié et j'arrive pas bien à séparer les deux. Alors, je ne sais plus si j'ai parlé de... Si, je vous ai dit l'exemple de la personne dans l'assurance qui voulait partir et qui prenait une mission et qui voilà. allait jusqu'au bout de sa mission alors que... ouais. Voilà, donc typiquement c'est ça. L'implication, c'est le lien que j'ai avec mon entreprise. Je reste dans ma boîte, par exemple, exemple très concret, quelqu'un de ma famille, tiens, voilà, c'est le premier exemple qui me vient, je suis désolé, mais c'est quelqu'un de ma famille, qui me dit, moi mon travail, en fait c'est un travail alimentaire. Mais je le prends pourquoi? Parce que c'est à 5 minutes de chez moi, j'ai plutôt un bon salaire, j'ai réussi à avoir un 4/5e, mes collègues sont plutôt sympas, donc je reste. Mais je ferai ce travail-là ou un autre, ce serait exactement pareil.
parce que je trouve un équilibre qui fait que je m'implique dans mon travail. Et je suis professionnel. Mais en fait, je pourrais faire ça ou n'importe quoi. À l'inverse, vous avez des personnes qui sont capables de travailler très très dur sans gagner beaucoup. Alors quand on va à l'extrême, des fois, après, on est au-delà de la motivation, on est parfois dans la vocation. Vous voyez, les infirmières, par exemple, elles sont plus dans la vocation. Alors, elles râlent des fois, elles font un peu grève à juste titre, mais quelque part, on est dans le besoin de servir l'autre, et quelque part, le salaire ne rentre finalement très peu en compte. Mais vous avez des personnes qui sont très 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 motivées dans leur job, et finalement qui ne gagnent pas grand-chose. Un autre exemple, ou un autre exemple de situation, je peux être motivé par mon job, mais avoir envie de le faire pour une autre entreprise. Ça nous est tous arrivé. J'adore, moi j'étais ingénieur commercial à une époque dans l'informatique, j'étais très très bien dans ma boîte, mais j'ai eu envie de changer de boîte, juste parce que j'avais envie de voir ailleurs. J'adorais mon job, je le faisais plutôt bien, j'ai dit je m'en vais, parce que j'ai plus envie de m'investir dans cette boîte, je tourne un peu en rond. Et je suis allé chercher un job ailleurs. Il aurait fallu beaucoup pour qu'on me retienne, puisque mon ambition c'était d'aller voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Bon, je l'ai fait, voilà, j'ai eu raison, j'ai eu tort, peu importe. Mais en tout cas, j'étais motivé par mon job et je faisais mon job aussi bien ailleurs qu'ici, mais je me suis désimpliqué de mon entreprise jusqu'à en partir. D'accord? Donc l'implication, c'est vraiment le lien que j'ai avec mon entreprise et la motivation est beaucoup plus liée à la tâche en elle-même. Alors l'implication est très proche de la motivation extrinsèque, c'est pour ça que je ne voulais pas rentrer dans le détail du détail, mais c'est assez proche. Je ne sais pas si je réponds à votre question, est-ce que c'est un peu plus clair? Oui, c'est plus clair, je vous remercie. Mais cela dit, c'est très très important de bien concevoir les deux, parce que la principale erreur, c'est de voir quelqu'un qui nous dit « je veux partir » et lui dire « attends, tu veux combien en plus ?» C'est un peu le cas de la personne dont je vous parlais juste avant, qui a dit « moi je te donne pas en plus. Si tu pars pour de l'argent, pars. Moi je te donne autre chose que de l'argent. » D'accord? Donc il a joué, la personne, en fait, il a essayé de la remotiver par du pur intrinsèque, par du pur lié à la reconnaissance, au travail et à l'épanouissement, en enlevant la partie complètement extrinsèque. Donc il a fait, à juste titre, son jeu entre la vraie motivation et l'implication. Ok. Voilà, mais c'est souvent un jeu, hein. Je peux être impliqué et motivé, l'un ou l'autre, l'un sans l'autre, et des fois on passe de l'un à l'autre. Mais il ne faut pas se planter en tout cas. Sinon on perd de l'énergie. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, Vincent. Oui. Bonsoir, Thierry à Vichy. Bonsoir. Le petit camembert des motivations et remotivations, à la fin de ta présentation, tu évoquais, j'ai cru comprendre en tout cas, dans le cas de la démission, finalement le salarié ou le collaborateur était supposé être passé par les autres étapes. Souvent, oui. Hein, c'est-à-dire en gros on arrive, c'est la phase ultime parce qu'il est effectivement passé par d'être sur la défensive, pourquoi pas, et en amont de ça, peut-être une phase un peu de fatigue ou autre, appelons-les comme ça, puisque c'est la terminologie que tu as employée. Sauf qu'on peut évidemment aussi se trouver dans des situations immédiates de démotivation totale, de démission, de désengagement, de totale non-implication, ce qui induit. Alors comment doit-on le comprendre au travers de ce que tu évoquais, la présentation que tu nous as faite? Tu veux dire en fait qu'on se retrouve dans une situation de démission ou d'exclusion sans être forcément passé par les autres étapes, c'est ça? Oui, parce que dans la façon dont tu le présentais, on est quelque part un peu dans l'évolution du comportement d'un salarié vis-à-vis de sa motivation par rapport à l'entreprise, d'accord? C'est pour ça que je disais, mais c'est pas forcément une évidence que un collaborateur soit forcément passé par ces différentes étapes. Si. Oui. Alors, dans la plupart des cas, il y est quand même passé, mais après, en fait, effectivement, est-ce que c'était visible ou invisible? Lorsqu'on j'en arrive, moi, à vouloir partir de mon entreprise, ça m'est arrivé dans une boîte dans laquelle j'ai bossé, j'avais juste envie, c'était de partir. Évidemment que je suis passé avant par des étapes un peu plus souples, entre guillemets, un peu plus neutres, mais qui n'étaient pas visibles. Ça commence à rentrer chez soi et puis on se dit voilà, qu'est-ce que mon chef m'a gonflé, ou je vais jamais y arriver, ou demain j'ai pas envie d'y retourner. Et puis parfois c'est très long, c'est très lancinant, ça prend des années. Et puis parfois par contre,
ça peut se faire en quelques secondes, enfin en quelques secondes, en quelques heures ou en quelques jours. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou une annonce dans l'entreprise où on est très motivé par sa boîte ou très impliqué, et puis d'un coup on apprend qu'on change de chef par exemple, et puis là ça se passe pas du tout bien, c'est monsieur machin ou madame machin qu'on connaît, qu'on n'aime pas du tout, qui va arriver, et là je me dis non mais je vais partir. Alors cela dit, il ne faut pas confondre, c'est vrai que le terme démission il est peut-être un peu, il faut y faire gaffe dans ce schéma-là, c'est pas une démission juridique, c'est une démission d'engagement, hein, bien sûr. Donc avant de me désengager d'un coup d'une boîte dans laquelle je me sentais bien, j'ai un processus qui fait que je vais me désengager tout doucement, tout doucement. Les désengagements, il peut aller très vite ou être très lent. Voilà. Donc c'est plus là-dessus, je dirais, c'est plus une question de temps. Mais à chaque fois, il y a quand même un processus similaire qui se passe. Ok, merci. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, bonsoir Vincent, c'est Anne-Marie de Nice. Bonsoir. J'ai une question pour toi, puisque au vu de ta présentation, on a le sentiment que la motivation est un exercice qui se joue à deux, puisque tu nous parlais de managers et de collaborateurs dans une équipe commerciale. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de personnes qui travaillent seules et qui sont indépendantes? Alors, là, c'est un petit peu plus complexe, effectivement, parce qu'on est obligé d'avoir les deux rôles l'un avec l'autre, l'un dans l'autre. Alors, c'est complexe et en même temps plus simple. C'est plus simple parce que connaître l'autre, surtout quand c'est pas forcément notre caractère d'être énormément dans l'empathie, d'être psychologue et de se projeter dans l'autre, parfois c'est un peu compliqué. Quand on est tout seul, j'allais dire c'est presque plus facile de faire sa propre analyse. Et cela dit, c'est pas toujours vrai. Cela dit, là où c'est vraiment plus simple, et je suis dans cette situation, donc je me permets de donner mon propre exemple. Je pense qu'il est important de bien se connaître. Tout à l'heure, je parlais des besoins fondamentaux. Avant de parler de mon exemple, je me propose de te donner l'exemple d'un générique de dirigeants que je fréquente. Des dirigeants parfois qui me disent, tiens, non, pardon, exemple concret. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a pas plus de 2 mois. Je croise une dirigeante qui me dit, cette année on a fait 800 000, l'année prochaine on doit faire 1 million. Et pourquoi tu dois faire 1 million? Parce que je dois faire 1 million, parce que le marché est là, parce qu'on a le potentiel, etc. Je dis, tu dois faire, non, tu as envie de faire 1 million. Oui, enfin j'ai envie, je dois, c'est à peu près pareil. Pour moi, c'est pas du tout pareil. Parce que l'envie, elle correspond justement à ses besoins fondamentaux. Pourquoi elle a envie de faire 1 million? C'est parce que ça correspond probablement à un besoin, soit d'identité, soit un besoin de reconnaissance, soit une charge émotionnelle positive qu'elle va recevoir. En tout cas, elle a cet instinct très profond qui lui dit, quelque part, j'ai envie de faire 1 million, même si elle le transforme par on doit faire 1 million. Dans le fond, personne ne l'oblige à faire 1 million. Sa boîte va très bien marcher, elle marche bien, ça marchera pareil. Donc, moi j'incite toujours les dirigeants à aller chercher dans les couches inférieures de leur motivation. Qu'est-ce qui te motive dans ton travail? C'est ça, ça, ça et ça. Mais pourquoi ça te motive? Est-ce que dans le fond tu vas chercher de la reconnaissance? Est-ce que tu vas chercher de l'identité? Est-ce que tu vas chercher de l'épanouissement? Explique-moi tout ça. Et quand on est tout seul, c'est simple et c'est compliqué de faire ce travail-là. Et moi, je me suis un peu auto-analysé. Je sais aujourd'hui ce qui me motive lorsque je vais faire une mission. Je sais que je suis je me livre un peu devant vous, mais je suis énormément dans le besoin d'épanouissement émotionnel ou intellectuel. Pour moi, faire une conférence, je suis pas content d'être devant vous. Je suis content de travailler avant, d'apprendre des choses. Et puis, dans un second temps, la reconnaissance, je la trouve plutôt sympa parce que voilà, il y a de l'échange, etc. Mais je cherche pas une identité. Certains vont faire une conférence pour aller rechercher une identité. Le fait d'être moi sur scène me permet d'être quelqu'un. De même que d'être commercial, ça me permet d'être quelqu'un. Et donc, j'incite chaque personne qui travaille toute seule à rechercher ses besoins fondamentaux. Parce qu'en fait, c'est ce besoin fondamental qui nous permet d'être en phase ou pas avec notre travail. Si tu n'es pas en phase avec ton besoin fondamental, tu ne peux pas être performant dans ton travail. Alors, tu ne seras pas motivé fondamentalement, tu seras peut-être impliqué par devoir, mais tu ne seras pas motivé fondamentalement. Tu ne prendras pas forcément de plaisir le matin en te levant à te dire « Waouh, j'adore mon job ». Par contre, tu te lèveras en disant « Il faut que je me lève, faire mon job ». Ce qui est complètement différent. Donc, j'incite de la même façon à aller chercher au fond de nous-mêmes
quels sont les besoins fondamentaux auxquels on répond et comment je les transcris dans mon travail de tous les jours. Pour un commercial, ça va être est-ce que j'adore chasser, est-ce que j'adore traîner avec mes clients, est-ce que j'adore coordonner les équipes en interne, etc., etc. Et là, je me repositionne en phase avec mon équipe. Et quand je suis tout seul, bah, c'est avec mes partenaires, c'est avec mes clients, c'est avec mon offre de service, etc. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Ok. C'est un petit oui. C'est un petit... Oui, disons que en interne, quand tu as un objectif commun, un objectif ou une ambition commune sur sur ce que l'entreprise doit accomplir par rapport à sa mission, c'est simple, c'est pas forcément facile de partager ça avec des partenaires extérieurs. Quand il y a des choses que tu ne dois pas forcément partager, qui sont confidentielles par rapport à ta société ou autre, avec tes partenaires ou tes clients ou prospects. Alors on est aussi dans la notion d'objectif. Alors c'est vrai que c'est pas le sujet de cette conférence, on pourra en reparler. Quelle est la valeur de l'objectif, comment au-delà du VIE. Voilà, il y a des notions d'objectifs un peu plus complexes, de fédérer autour d'eux, et comment je fixe un objectif avec un partenaire. Alors bon, on pourrait très bien dire assez facilement, il faut travailler par mission, il faut réussir à se fédérer autour d'un objectif commun, qu'est-ce que tu as intérêt à gagner, qu'est-ce que j'ai intérêt à gagner. Bon, c'est une problématique un petit peu plus complexe, je te propose qu'on en discute peut-être après par téléphone, parce qu'on sort un tout petit peu du sujet, on est un peu moins dans la motivation, mais en tout cas plus dans la capacité à collaborer ensemble, mais cela dit, c'est intéressant quand même. Okay. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'aurais une remarque. Allons-y. Enfin, plutôt un exemple. Qui est-ce? Romane. D'accord. Je suis une amie de Hubert Gaglinger. D'accord. Je vous passe le bonjour. Ok, vous lui repasserez aussi alors. Oui. Comme exemple, je pourrais citer Ikea, si ça intéresse certains pour faire des recherches par rapport à ce qu'ils font dans la motivation. Je travaille là-bas en tant que job étudiant. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup par rapport à tout ce qui est motivation. Alors, qu'est-ce qu'ils font par exemple? Alors par exemple, alors moi comme je suis en job étudiant, on va dire que je suis, grossièrement je vais le dire, au bas de l'échelle. Je suis pas à un poste très élevé. Et pourtant, je tutoie toutes les personnes que je croise dans l'entreprise. Ça permet de mettre, ça c'est lié à la culture aussi, c'est peut-être la culture suédoise. Et par exemple, il y a quelque chose qui est organisé de temps en temps, c'est déjeune avec le patron. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qu'on ne voit presque jamais, qui sont dans les bureaux, comme le grand patron du Ikea Mulhouse. Et en fait, on est par petits groupes de 5 et on peut passer notre petit déjeuner avec pour discuter avec lui. C'est un exemple comme un autre, hein, mais c'est la culture d'entreprise, ça peut jouer aussi. Ça montre qu'on a de l'importance. Quand même, il passe du temps avec quelqu'un qui était à la caisse. Ouais, je suis tout à fait d'accord et c'est intéressant de citer ce point-là parce que je l'ai pas abordé un peu volontairement, je pouvais pas tout faire, mais effectivement sur la culture d'entreprise, donc je vais m'y attarder juste 2 minutes. Mais c'est vrai que lorsqu'on cherche de la reconnaissance, lorsqu'on cherche un épanouissement, lorsqu'on cherche une identité, forcément que la première chose qu'on va faire inconsciemment, c'est de s'associer à une culture. Si demain je travaille dans une entreprise qui ne correspond pas à mes valeurs, évidemment que je ne vais pas m'investir. Si en revanche cette entreprise correspond à mes valeurs, quelque part le salaire devient pas complètement secondaire, mais il passe au-delà et puis il y a plein de choses qui passent au-delà. La difficulté de travailler parfois, des horaires, etc. va passer au-delà parce que fondamentalement, mais c'est très... on pourrait parler aussi de l'entreprise du XXIe siècle et de tout ce qui se passe sur la libération des entreprises et la part de l'émotion dans nos sociétés. Mais évidemment qu'on est dans des sociétés de plus en plus humaines et la part de la culture est grandissante. Ce qu'a très bien fait Google, bon, c'est l'exemple un peu tarte à la crème qu'on sort tout le temps, mais c'est pour ça que je dis, modèle suédois, oui et non, là c'est Ikea, très bien, mais il y a d'autres pays dans le monde et puis même d'autres entreprises, même en France, où ça marche très très bien. La culture d'entreprise, plus la culture d'entreprise est forte
plus j'arrive à recruter des personnes qui sont en phase avec cette culture, et donc plus naturellement ces personnes vont coller à mon entreprise et donc avoir un genre de motivation naturelle, puisque j'ai plus à faire l'effort d'aller chercher quelles valeurs te motivent, puisque ces valeurs, elles sont inscrites quelque part dans l'ADN de mon entreprise. Donc je vais naturellement attirer des gens qui me ressemblent, et les gens qui me ressemblent, naturellement, je travaille mieux avec, et on a plus de dynamique, etc. etc. Donc oui, merci d'avoir parlé de cet aspect culturel assez important, qui est généré par la direction, bien sûr, c'est la direction qui donne l'impulsion. Voilà. D'autres questions ? Oui, non. On va clôturer ici alors ? Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je suis très content d'avoir passé 1h20 avec vous. J'espère que vous avez évolué dans votre réflexion sur ce que peut être votre propre motivation ou la motivation de votre équipe. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, on fait partie du même réseau, on s'entend bien, on se comprend bien, donc je serai là pour répondre à vos questions en off si vous le souhaitez. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bon appétit. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est bien passé.